RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Alors aujourd'hui dans Dialectique, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît bien nos studios, un habitué de la maison. C'est Denis Crolotte qui est porte-parole, président d'Human. Denis, comment allez-vous ? Bonjour, je suis toujours très content de venir à RCN parce que vous avez vraiment des locaux splendides. J'ai connu le placard d'avant. Ah oui, c'est vrai que... Et donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de non-violence, d'alternatives, d'écologie sur RCN. Surtout que là, on a une grosse actualité avec la quinzaine de la non-violence. Et merci de pouvoir me donner la parole. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, comme vous l'avez dit, on va parler aujourd'hui de la quinzaine de la non-violence et paix 2022. Alors, c'est du 21 septembre au 2 octobre. Et le thème de cette année, c'est la force de la non-violence. Pour commencer, oui ? Oui, d'abord, 21 septembre, parce que c'est la journée internationale de la paix au niveau de l'ONU. Et le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence. Ça correspond à l'anniversaire de la naissance de Gandhi. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Et donc, Denis, première question pour démarrer cette émission. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'il y a de plus violent en termes de société ? Je réfléchis beaucoup à cette question-là parce que la non-violence, c'est dire non à cette violence. Je me dis d'abord, finalement, c'est la violence de notre système économique. Il broie des individus, il condamne des gens à la précarité, et puis notre système économique est responsable de la destruction de la nature, du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est-à-dire que là, un système qui nous est présenté comme idéal, surtout depuis la chute du mur de Berlin en 1989, est finalement un système qui nous amène nos fragilités personnelles et qui nous amène à la destruction de notre environnement. Et qui produit en plus des inégalités absolument terribles et des injustices complètement folles, puisque avec une économie mondialisée, on arrive à des niveaux d'écart entre les plus riches et les plus pauvres qui sont tout juste hallucinants, Donc pour moi, c'est la plus grande des violences. Mais c'est fou parce que on l'aperçoit pas dans le quotidien. Enfin, on la subit, mais on l'identifie pas. Et pour moi, c'est vraiment la violence de ce système économique-là qui est première. Et celle à qui le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, dit non à cette violence-là et recherche des alternatives. Alors, il y a des inégalités au point de vue économique. Il y a Gérard Miller qui avait sorti un chiffre assez éloquent. C'est si on prend une personne à qui on donne 8 000 € par jour depuis le 14 juillet 1789 jusqu'à aujourd'hui, cette personne a 0,8% de la fortune de Bernard Arnault. Ah ouais, 8 000 € par jour. Par jour. Ah, et je vous laisse, chers auditeurs, chez vous, à vos calculettes, faire le calcul. 8 000 € par jour sur 200 et quelques années, eh bien, vous arrivez à 0,8% de la fortune de Bernard Arnault. Inégalité aussi sur le point de vue écologique, parce que les milliardaires aujourd'hui polluent beaucoup plus que la plupart des Français, et on l'a aussi compris grâce aux récentes affaires sur les jets privés. Ouais. Donc, sur le point de vue écologique, qu'avez-vous à dire ? Alors, sur le point de vue écologique, d'abord, on fait un débat. Un débat participatif, c'est le mardi 20 septembre à 19h30 à la MJC Lillebonne. D'ailleurs, il faut remercier la MJC Lillebonne à Nancy qui nous ouvre ses portes pour une exposition sur la non-violence et pour ce débat. Alors, au Mouvement pour une alternative non-violente, les débats, ils sont toujours participatifs avec une recherche, par exemple, d'informations comme on vient d'avoir là. Je ne connais pas les chiffres exacts, etc. Il y a quelqu'un dans la salle qui les connaît, on les partage. Donc, on est sur deux interrogations. D'abord, comment inventer nos vies bas carbone pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Et puis ensuite, quand on invente nos vies bas carbone, comment on va changer les changements sociaux, les changements politiques, les changements économiques, comment on les voit.
Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec ce niveau d'inégalité qui est hallucinant. Et en même temps, il faut qu'on arrive à avoir des mutations dans notre vie de tous les jours. Les plus riches comme les plus pauvres, et comme la classe moyenne. Donc, comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on va proposer en premier ? Voilà. Est-ce que limiter la vitesse sur autoroute, passer de 130 à 110 par exemple, est-ce que c'est une mesure intéressante ? Oui, non. Et on va discuter sans se disputer, mais en abordant les choses les plus, j'allais dire, le plus sereinement possible. Parce que la vie qu'on va avoir dans les prochaines années, elle va nous demander un savoir-faire sur la gestion des conflits. Des conflits entre les plus pauvres et les plus riches, ça c'est clair, mais aussi des savoir-faire de gestion des conflits entre nous, parce que c'est bien beau d'annoncer la sobriété au niveau gouvernemental et en même temps de ne pas renoncer au jet privé pour les plus riches et pour les ministres. Et même pour le gouvernement. Ouais. Alors, il y a eu un exemple pendant les dernières élections avec Jean Castex, qui était encore Premier ministre, qui a pris un avion, il me semble, de Bordeaux à Paris, un jet privé, alors qu'il pouvait voter par procuration. C'est ça. Ou s'il voulait absolument faire la photo à voter, il pouvait prendre le train ou la voiture. Donc il y a aussi au niveau gouvernemental, donc avec des fonds publics pour le coup. Cette oui, pollution. bien sûr. Mais bon, ça c'est on a une forme d'élite qui dit serrez-vous la ceinture, austérité. Sobriété, alors que ce fin mot... de l'abondance. Ouais, ce mot sobriété a été porté par les écologistes. C'est ça qui est intéressant. Pierre Rabhi l'a beaucoup rabâché, notamment. La sobriété heureuse, c'est-à-dire... Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas décréter une sobriété sans décréter en même temps la justice sociale, c'est-à-dire un travail énorme de lutte contre l'évasion fiscale, contre le fait que les riches essayent de payer le moins d'impôts possible et contre le fait qu'il y a une inégalité de ressources qui est tout juste insupportable. Donc on ne peut pas demander la sobriété et en même temps laisser faire l'accumulation des fortunes. J'ai lu quelque part que l'écologie sans conscience et lutte sociale, c'est du jardinage. Oui, tout à fait. Et je suis convaincu, alors que je suis jardinier moi-même. Sans être péjoratif. Non, je suis jardinier. Moi-même, j'essaye d'appliquer le bio, etc. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas devenir jardinier et que forcément, demander à chacun des efforts, c'est bien, mais il faut penser la manière dont la société fonctionne. Il faut prendre des décisions collectives et les plus éclairées possibles. On avait un outil qui a été mis en place par Emmanuel Macron sous la pression des Gilets jaunes, qui était la Convention citoyenne pour le climat, et qui a formulé des propositions extrêmement intéressantes. Et donc, les propositions étaient mises à la poubelle, au moins pour les 2/3, par Emmanuel Macron. Reprenons, c'est ce qu'on va faire dans ce débat le 20 septembre à la MJC Lillebonne, on va reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'elles alliaient à la fois justice sociale et transition écologique. Et ça, c'est la véritable transition écologique. C'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. De redonner peut-être cette forme de parole participative au peuple à l'échelle locale déjà, à l'échelle collective, et puis essayer de prendre en compte ces conclusions, en tout cas ces revendications pour les appliquer. Oui, tout à fait. Ces propositions-là, encore une fois, les mutations qui nous attendent, elles sont considérables. Et en prendre conscience collectivement, c'est déjà avancer. Et faire des propositions concrètes ou s'appuyer sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat pour voir comment dans un territoire c'est possible. Sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle, il y a des expériences extrêmement intéressantes, comme le territoire zéro chômeur, par exemple, zéro chômeur de longue durée.
Qu'est-ce qu'il y a eu dans les entreprises à but d'emploi ? Les entreprises à but d'emploi, c'est ce qui se passe dans les territoires zéro chômeur. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des propositions écologiques. C'était de la récupération, c'était de la lutte contre le gaspillage. C'est-à-dire qu'on voit que la lutte contre le gaspillage, la récupération des objets qu'autrement on jette à la déchetterie, ça crée des emplois. Le réemploi. Oui. Et ça lutte en même temps contre la pollution. Donc, lutte contre le gaspillage, lutte contre la pollution et création d'emplois. Là, on a, j'allais dire, le trio gagnant. Et c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Alors, parfois, certaines personnes dans l'idéologie libérale ou productiviste vont nous dire « Oui, mais si on ferme des usines qui produisent telle ou telle chose, qui, a priori, ne servent pas vraiment au quotidien, on va faire des chômeurs. » Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Alors, il y a tout un dialogue entre des écologistes et des syndicats, en particulier à la CGT, c'est-à-dire qu'il faut imaginer le président de Greenpeace qui dialogue avec l'actuel responsable de la CGT. Et il dialogue sur quoi ? Avec M. Martinez. Ouais, transition écologique et justice sociale. Et comment on fait pour penser la formation des ouvriers, en particulier des ouvriers du bâtiment, pour pas leur faire poser n'importe quoi quand on parle d'isolation. Donc, les questions de formation et les questions de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que là, c'est pas le gouvernement qui bosse là-dessus, c'est Greenpeace, une des principales organisations non gouvernementales qui soutient l'écologie, et la CGT, qui reste un grand syndicat français qui discute sur ces questions-là en élaborant ils font pas que discuter, quoi. Ils font des propositions tout à fait intéressantes. Alors donc sur l'écologie, il y a ce débat-là, donc je le rappelle, qui sera mardi 20 septembre à 19h30 à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, c'est porte ouverte, entrée gratuite. Entrée libre, et puis on précise les règles du débat, parce que les débats de la non-violence, c'est pas animé n'importe comment. Et tous ceux qui y souscrivent sont les bienvenus. Il y aura aussi du féminisme à l'honneur, en tout cas Riposte féministe, un documentaire qui sera diffusé au Caméo, à la Commanderie, mardi 27 septembre à 20h15. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Même plus qu'un mot. C'est-à-dire que la non-violence, c'est la prise de conscience de ces chaînes. C'est la prise de conscience que moi, en tant qu'individu, ou certains d'entre nous vivent des violences. C'est la dénonciation de ces violences et c'est la recherche d'une évolution. On est complètement là-dedans par rapport au film Riposte féministe. C'est-à-dire que ces femmes, certaines étaient militantes féministes de longue date. D'autres n'avaient jamais milité et ont commencé à militer après les affaires MeToo, etc. Elles se sont regroupées en général avec Nous Toutes. C'est assez intéressant parce que Nous Toutes sera présente aussi, en tant qu'association, dans ce film débat Riposte féministe. Et elles ont créé toute une dénonciation des violences sexistes, du harcèlement de rue, des remarques machistes qu'elles subissent au quotidien. Certaines sont allées plus loin et ont parlé de leurs propres traumatismes qui ont bouleversé leur vie. Et ça fait aussi du bien de les partager. Et donc, le fils de Raymond Depardon, Simon Depardon, qui a fait avec Marie Pérenès ce documentaire, il est allé à leur rencontre. Il les a filmés. C'est des portraits absolument magnifiques de femmes en lutte. Et en lutte, j'allais dire, par la non-violence ou grâce à la non-violence. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'appeler à je ne sais quelle violence pour lutter contre les violences sexistes. Ça aurait été absurde. Par contre, il fallait dénoncer les choses, il fallait dire « je ne suis plus victime ». Et ça, c'est extrêmement important dans la démarche de la non-violence. Prendre conscience qu'on est victime, refuser ce statut de victime, pour ensuite dénoncer les situations d'injustice et trouver avec les pouvoirs publics un certain nombre de solutions pour améliorer la situation. Encore une fois, là, il y a des ponts qui se font avec des luttes sociales qui ne datent pas d'hier. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est là où on voit que le thème de notre quinzaine de la non-violence, qui s'appelle « La non-violence est une force », la force de la non-violence, exactement, dans le cadre de la riposte féministe, c'est extrêmement éclairant. C'est-à-dire qu'on voit exactement ce que veut dire
la question de la non-violence et la question de l'usage de la force de la non-violence. On va y revenir. D'abord, on va s'octroyer une petite pause musicale. Il y a un artiste qui s'appelle Yungblud et qui serait absolument d'accord avec vous s'il était ici en France, parce que son morceau s'appelle Sex, Not Violence. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 pour évoquer la quinzaine de la non-violence et paix, la force de la non-violence. On vient d'écouter le morceau de Yungblud, Sex, Not Violence, un morceau très fort, mais qui n'est pas du tout violent. Et justement, Denis Crolotte, président du MAN, quelle est la force de la non-violence ? Alors, la force de la non-violence, pour certains, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, quand on l'a utilisé dans les luttes, quand on l'a utilisé dans la communication interpersonnelle, qu'on appelle la communication non violente, quand on l'a utilisé pour construire une dynamique collective, pour construire un projet, on s'aperçoit que c'est une force extrêmement puissante. Et il y a eu un bouquin qui nous a donné cette idée d'appeler la quinzaine de la non-violence en 2022 la force de la non-violence. Ça a été fait par Judith Butler, qui est une philosophe féministe américaine qui avait énormément écrit sur le genre, sur la violence faite aux femmes, et puis qui, tout d'un coup, nous montre que la non-violence est une vraie force et qu'elle permet des changements beaucoup plus radicaux que l'émeute ou la tentation de la violence, notamment en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Et donc, elle ancre l'exigence de non-violence dans une réflexion sur les relations interdépendantes entre les êtres humains. Et elle dit, la violence, elle casse les liens, alors que la non-violence, elle construit des liens. Et on le voit bien avec le film Riposte féministe dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces femmes étaient isolées et elles ont été en lien, et donc elles étaient plus fortes quand elles ont revendiqué ensemble. Donc la non-violence construit les liens, y compris des liens entre les personnes, mais aussi des liens sociaux. Donc la non-violence, c'est préserver les liens sociaux. Et comment elle se manifeste, cette non-violence ? Alors, elle se manifeste d'abord dans la force de la conviction et dans le fait que la non-violence, elle met en place des combats. Par exemple, il y a eu un combat non-violent qui a été gagné dans certains endroits contre les entrepôts d'Amazon. Et ça, on le montre dans l'exposition qui est à la MJC Lillebonne pendant tout le temps de la quinzaine de la non-violence, entre le 20 septembre et puis le 1er octobre. On a une exposition qui montre que la non-violence, c'est pas uniquement une idée théorique de respect de l'autre, etc. C'est aussi un moyen de lutter contre l'injustice, par exemple, contre les entrepôts d'Amazon, sur Rouen, sur Strasbourg. On a à la fois allié la mobilisation citoyenne, des luttes de terrain, parfois avec des occupations, et puis la lutte juridique. Et ces alliances de ces trois éléments ont fait qu'on a fait reculer Amazon dans certains endroits. Je pensais dans le sud, là, près du pont du Gard, à Strasbourg, à Rouen. Ils n'ont pas pu mettre en place des entrepôts immenses d'Amazon. Parce qu'Amazon, quand ça crée un emploi, ça tue 3 autres emplois, quoi. Et puis, c'est un modèle de société dont on ne veut pas. Quand on dit ça tue 3 autres emplois, concrètement, de quoi on parle ? On va essayer de vulgariser pour nos auditeurs. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon, un livre par exemple, ça veut dire que vous n'irez pas l'acheter chez le libraire. Et donc, Amazon utilise un emploi pour vous le livrer, grosso modo. Et pendant ce temps-là, la librairie, elle risque de fermer. Et ça fait 4, 5, 6 personnes qui sont au chômage. Et en plus, ça perd ce qui est le plus précieux pour la non-violence, et à mon avis pour la société, le lien social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dialoguer avec Amazon sur un bouquin comme on dialogue avec son libraire. C'est pas possible. Et ça, le dialogue, ça ne se paye pas dans le prix du livre. C'est quelque chose en plus.
C'est une valeur. C'est une valeur. Un peu tacite comme ça. Ouais. Alors je me fais l'avocat du diable. Certaines personnes diront oui, mais on est bien content de recevoir notre livre en 24 heures que peut-être même notre libraire n'a pas, et puis de l'avoir au prix du marché, quoi. Oui. Heureusement que c'est le prix du marché. Déjà, grâce à la loi Lang sur le prix unique du livre, on peut le féliciter sur cette question-là. Ensuite, oui, 24 heures. Et pourquoi pas 48 et pourquoi pas une semaine. C'est pas parce que vous l'avez que vous allez commencer à le lire. Si vous avez besoin d'instantanéité, vous allez lire des extraits sur Internet. Et donc, il y a aussi un rapport à la consommation. C'est tout de suite, ou c'est je sais attendre pour mieux m'organiser, pour en profiter. Donc là, on met en cause le consommateur aussi. Bien sûr. Qui est complice du crime. Bien sûr. Bien sûr. Et on lui fait croire qu'une livraison rapide est un progrès. Mais un progrès pour qui? Un progrès pour quoi? Un progrès pour le gars qui vous livre, qui est pressé comme un citron? Un progrès pour ceux qui fabriquent du carton? Du coup, il y a tellement besoin de carton pour livrer Amazon qu'il y a des difficultés pour imprimer des journaux, y compris des journaux d'opinion, parce qu'il y a un problème sur le marché du papier, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette société qu'on nous impose, vraiment? Et les gens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon, qui n'ont pas le droit au syndicat, qui n'ont pas le droit à leur pause, la personne qui commande sur Amazon, elle s'en rend compte de ça? Voilà. Tandis que le libraire, lui, il obéit. Je donne le libraire, mais ça peut être... le libraire, lui, il obéit au droit du travail. Et en plus, il est dans le lien social. Donc, Amazon, c'est un service. Mais c'est aussi un mode de société dont on ne veut pas. Et qui aujourd'hui est vu comme étant un modèle de réussite, quand on regarde les différentes biographies qui sont faites sur Jeff Bezos et sa réussite sociale extraordinaire. Il y a aussi ça que nous vend la société. Est-ce que c'est une forme de violence aussi? Oui, c'est la violence d'imposer la norme de la réussite individuelle. Dans cette exposition, la non-violence, c'est radical, que nous montons avec la MJC Lillebonne, on s'adresse justement à des gens qui pourraient être révoltés par ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel... On va dire, c'est comme si on était martelé, quoi, par rapport à une norme sociale. Jeff Bezos, c'est le héros de l'humanité, quoi. Bientôt, il va sauver la Terre à lui tout seul. Déjà, qu'il s'envoie en l'air histoire de la regarder. Et donc, je pense que ça peut amener aussi une envie de révolte violente. Et cette exposition-là, elle s'adresse à tout le monde, mais elle s'adresse aussi à celles et ceux qui avaient envie, c'est pour ça qu'on l'a appelé la non-violence c'est radical, de penser que là, par rapport à ça, il n'y a que la violence qui pourrait être efficace. Et donc, dans cette exposition, on montre des luttes sociales, écologiques et des luttes démocratiques qui sont des réussites grâce à la non-violence. Mais bien sûr, une non-violence qui n'est pas interprétée comme étant de la passivité, qui est interprétée comme un mode de mobilisation. C'est ça qui est... Comme un combat. Comme un combat. Voilà, un combat qui utilise la non-violence. Et en plus, dans cette exposition-là, il y a, comment on va dire, un espèce de renouvellement esthétique. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des jeunes créateurs. Et donc, par exemple, là, l'image, c'est un pistolet qui se termine par un mégaphone. Et le slogan, c'est « Avoir le choix des armes ». Alors que d'habitude, on a... Dans la culture des films, tout ça, on voit plutôt un pistolet avec un silencieux au bout. C'est ça. Et là, paradoxalement, on a quelque chose qui amplifie le son et qui va dévoyer l'usage premier sûrement de la balle, quoi. Absolument. Et donc, du coup, c'est plutôt que d'user le pistolet, vas-y, prends la parole, quoi. Mobilise-toi. Et avec le jeu de mots, avoir le choix des armes. En un seul mot, des armes. Ouais, en un seul mot, des armes. Avoir le choix nous désarme. Oui. Avoir le choix, quand on pense sa révolte,
Je pense aux gens qui luttent contre les centrales nucléaires que M. Macron veut nous imposer, ou ceux qui sont à Bure en ce moment contre le projet d'enfouissement depuis si longtemps. Ou ceux qui ont lutté contre Nestlé. Ou ceux qui ont lutté contre Nestlé dans les Vosges. Le choix de la mobilisation non violente permet d'avoir un usage de l'humour, permet d'avoir un usage des médias qui va en notre faveur et qui dénonce l'injustice d'une manière audible. Et ça, c'est extrêmement important et qui permet après d'avoir un rapport de force différent. Qu'est-ce qu'il y a de radical dans la non-violence ? Eh bien, c'est peut-être que la non-violence, ça peut aller loin. C'est-à-dire que la non-violence, c'est pas uniquement de la sensibilisation. Ça peut aller sur des occupations. Ça peut aller, y compris sur des ZAD. Ça peut aller à des moments de désobéissance civile, je pense, sur des luttes historiques comme les fauchages d'OGM. C'est-à-dire que les gens, ils risquaient la prison, quoi. Et c'est radical dans le sens où une fois qu'ils avaient fauché leur champ d'OGM, eh ben, ils téléphonaient à la police pour dire « on est là, on a fauché le champ d'OGM, on vous attend pour être arrêté ». Parce que notre but, c'est pas de faire du vandalisme, c'est d'expliquer pourquoi on a fauché ce champ d'OGM, on veut être poursuivi pour ça, pour que notre passage au tribunal serve d'appui sur un débat social où la société doit prendre une décision pour ou contre la culture des OGM. Donc là, c'est extrêmement radical. Il y a aussi ces jeunes hommes parisiens un peu sportifs et cascadeurs sur les bords qui ont créé le collectif « Ce n'est pas Versailles ici » et qui se filment allant éteindre les panneaux publicitaires, les lumières publicitaires des différents magasins allumés toute la nuit à Paris en criant leur slogan « C'est pas Versailles ici ». À quel moment on peut penser que l'on bascule dans la violence ? Parce que certains commerçants peuvent se dire « Oui, mais c'est violent pour nous, ça ». Alors, la violence, c'est l'atteinte aux personnes. C'est-à-dire que si le clan du néon ou c'est pas Versailles ici débarque dans la journée dans le magasin, commence à casser des trucs ou à menacer en disant si vous éteignez pas, nous on bousille tout ici, on voit bien la différence de démarche. Là, le commerçant, il n'est pas atteint dans sa personne. Et c'est ça qui est bien. C'est l'usage qu'il fait de l'électricité qui est critiqué, et il y a un acte, c'est certes illégal, mais qui permet de mettre en valeur, mettre en lumière, on pourrait dire. En obscurité pour le coup. Voilà, le problème que le gouvernement reprend maintenant sur la question de la sobriété. C'est-à-dire que finalement, ce qui était le fait de doux rêveurs écologistes, activistes, devient maintenant la norme parce que le gouvernement va dire, bah oui, il faut éteindre les enseignes la nuit, quoi. Devient avant-gardiste même. Voilà, c'est ça. Alors que cette action-là, c'est pas Versailles ici, c'est fait tout l'été, avec beaucoup de critiques, notamment aussi ces jeunes qui dégonflaient les pneus des SUV 4x4 et voitures lourdes, consommation à Paris. Là aussi, pour certains usagers, ça a été considéré comme étant des actes violents. Oui, parce que ça touche à la voiture et que la voiture, c'est une prolongation de soi-même. Pour beaucoup de gens, surtout ceux qui aiment bien les grosses voitures. Donc, ce qu'ils faisaient pour que ce soit non violent, c'était qu'ils mettaient un mot sur le pare-brise, et là, du coup, ça devient non violent parce que la personne est prévenue, donc ne risque pas d'avoir d'accident, et mettaient s'ils lisaient pas ce qu'il y avait sur le pare-brise, mettaient des papillons à l'entrée conducteur. Là, on est sur, j'allais dire, la limite, c'est-à-dire que certains vont considérer que ça, c'est violent, et nous, on considère que dans la mesure où les personnes sont prévenues, c'est non violent. Mais on est sur une limite, et c'est intéressant que nous en parlions là. Ouais. Et donc, le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, à Nancy, non seulement il fait cette exposition-là, mais bon, c'est pas dit dans la quinzaine de la non-violence. Du mercredi 21 au vendredi 30 septembre. Oui, à la MJC Lillebonne. Mais on forme aussi à l'action non-violente.
Hein. Et imaginons à un moment un dialogue entre quelqu'un qui vient de dégonfler les pneus et puis le propriétaire qui arrive, quoi. Hein. Ça peut aller très très vite sur des coups, des insultes, etc., etc. Donc là, nous formons sur la question de rester non violent, supporter l'affrontement et arriver à dire quelles sont les valeurs qui sont à la base de ça. Et donc l'exposition, elle est ouverte à tout le monde, surtout à un public jeune, mais pas uniquement. Et la MJC Lillebonne, elle est ouverte de 10h à 20h. Et là, franchement, vous avez le temps d'y aller, quoi. Pendant 10 jours, c'est impeccable. Une exposition qui fera des vagues, tout comme le morceau La mer de la Grande Sophie, qu'on écoute tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de la locale Grande Sophie, la mère qui nous vient de Thionville, me signale notre régisseur Jean-Luc. Merci pour l'information. Alors oui, on est en circuit court, hein, ça va avec nos sujets du jour, notamment l'écologie. Alors je rappelle que je suis avec Denis Crolotte, qui est président du MAN. Le MAN est le mouvement pour une alternative non violente et qui vient aujourd'hui nous présenter la quinzaine de la non-violence et paix 2022, la force de la non-violence. Denis, comment lutter aujourd'hui contre cet imaginaire consumériste qui nous pousse parfois à avoir, qui nous induit que certains usages sont mieux que d'autres, notamment les grosses voitures, la consommation à tout va? On en parlait avec Cyril Dion, qui est un réalisateur assez intéressant. Quand il est venu sur Nancy pour présenter son dernier film qui s'appelle Animal, il dit en général les alternatifs ceux qui cherchent une alternative au capitalisme et qui cherchent une alternative à la société dans laquelle nous vivons, qui est effectivement fondée sur la consommation, sur la croissance, sur la manière dont on vit la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est l'argent. Si on écoute Donald Trump, la réussite, c'est le pouvoir, l'argent et les belles femmes, quoi. Et si on écoute un ancien président de la République, Sarkozy, c'était on a raté sa vie si on n'a pas la Rolex à 50 ans, quoi. Et donc tout ça, c'est des caricatures. Ce que disait Cyril Dion, c'est qu'il faut qu'on change d'imaginaire. C'est-à-dire que tant qu'on a une pression publicitaire sur la norme, qui est une norme de consommation, qui est une norme d'épanouissement dans la richesse matérielle, on aura du mal à penser la transition écologique. Et donc, ce que disait Cyril Dion, et puis ce que disait avant lui Pierre Rabhi ou d'autres penseurs de l'écologie, c'est que c'est d'abord une révolution culturelle. C'est-à-dire une révolution sur les valeurs, sur la manière de percevoir la réalité. Et quand je disais tout à l'heure, Judith Butler, la philosophe américaine féministe qui a écrit sur la non-violence, la force de la non-violence, c'est le titre de son bouquin, elle dit c'est la force des liens qui est le plus important. C'est pas la valeur fric, c'est la force des liens. Et les liens, c'est pas uniquement des réseaux d'entraide, etc. C'est des réseaux relationnels. Et donc, Pierre Rabhi dit la même chose, lui, parce qu'il a quand même demandé à sa famille de vivre dans des conditions très spartiates. Ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu ? Eh ben, c'est les liens avec ses voisins et puis aussi sa force de conviction. C'est-à-dire la non-violence, c'est ça, c'est des liens et aussi la force de conviction. Et donc, nous avons, à travers la quinzaine de la non-violence, à travers les débats, les films que nous montrons, la pièce de théâtre, etc., nous avons à créer cet autre imaginaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas condamnés à avoir une conception du bonheur fondée sur l'argent le plus possible, la plus grosse bagnole, la plus belle femme pour se valoriser soi. Parce que là, la femme est utilisée comme étant un outil de réussite sociale. Tout à fait, oui. Il y a une réification de la femme à travers certaines valeurs
ultra-capitaliste. Eh ben oui, bien sûr. Et c'est ce que alors c'est très intéressant parce que c'est ce que dénonce Judith Butler en général. Et c'est intéressant qu'elle arrive sur la question de la non-violence parce qu'elle était d'abord sur la dénonciation de ce que vous dites, l'usage qui est fait des femmes pour valoriser les hommes de pouvoir. Et c'est pas du féminisme que de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'une femme qui se mettrait à humilier un homme ou à le valoriser à son propre service, c'est juste le renversement du stigmate, quoi. Juste le renversement de la manière de fonctionner. Le féminisme, comme la non-violence, propose de dénoncer et de prendre conscience de ces chaînes et de dénoncer les injustices, mais pas pour recréer un autre système d'oppression, pour se libérer du système d'oppression. Là, il y a des liens entre féminisme, lutte des classes, lutte sociale et écologisme. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous traite, attention, je vais utiliser un gros mot, de wokiste? Parce que là, ce sont des thèmes qui rentrent dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité des luttes. Frédérique Vidal, notre ancienne ministre chargée des universités, a dit que le wokisme était le mal qui gangrénait, qui polluait nos universités. Et puis Blanquer n'a pas n'a pas donné de mots contre ces propos-là. Quand on veut disqualifier un adversaire, forcément on l'insulte. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui se sont spécialisés en meute. En général, ce sont des gens plutôt d'extrême droite, mais il y en a d'autres qui produisent un peu les mêmes effets. Donc, en plus, quand on parle de wokisme, en général, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est devenu une insulte à la mode, relayée par des médias plutôt de droite et voilà. Parfois même des médias centristes, entre guillemets. C'est ça. Disons, c'est tellement facile, quoi. Nous, on a un travail immense. Et c'est tellement facile d'essayer de nous couper l'herbe sous le pied. Qu'est-ce qu'on a comme travail? Alors, c'est quand même fou, parce que sur la notion de sobriété, maintenant, ça devient le leitmotiv gouvernemental. Depuis peu. Pendant 20 ans, les écologistes, en particulier, ont parlé de sobriété. Mais une sobriété alliée à la justice sociale, avec une lutte contre les inégalités. Et ben là, le gouvernement dit voilà, il faut être sobre parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'on a nos centrales nucléaires qui sont en panne, parce que l'électricité ça va être cher. Bon, alors maintenant, il faut être sobre, quoi. Ben oui, mais pas n'importe comment, quoi. On peut pas être sobre n'importe comment. Il faut l'allier à la justice sociale. Et dans notre modèle de société, là, je vais faire un peu référence à l'actualité brûlante et ces affaires qu'on a entendues récemment concernant les influenceurs qui promeuvent des produits qui sont travaillés dans des conditions parfois abominables par des personnes en Chine et qui sont livrés à tout va à des produits, à des prix dérisoires, et donc ils s'enrichissent allègrement sur ça, et puis qui s'exilent à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, mais qui reviennent en France lorsqu'ils doivent se faire soigner pour bénéficier de notre qualité de soins. C'est bien, vous donner des exemples qui sont à la fois justes et caricaturaux, quoi. C'est-à-dire que ces influenceurs et ces influenceuses ont complètement intégré les normes du système et ne cherchent pas à les dénoncer, ne cherchent pas à utiliser leur force d'influence pour créer un autre imaginaire. Au contraire, leur vie, leur comportement et ce qui est dit dans leur réseau d'influence conforte cette manière de penser. Et c'est là où c'est grave. C'est-à-dire que c'est là où ces influenceurs et influenceuses portent une responsabilité aussi sur le retard dans la mise en place des mutations nécessaires concernant une véritable transition écologique alliée à la justice sociale. Et donc, c'est une forme de résistance molle à ce modèle qu'on doit d'un côté arrêter, donc dénoncer. Vous avez tout à fait raison de parler de ces exemples extrêmement précis pour penser autre chose, une autre manière d'être heureux, quoi, et une autre manière d'être en lien.
Parce que ça crée des émulations. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui aujourd'hui se disent pourquoi aller sur les bancs de la fac pour gagner 1500, 2000 euros avec un bac plus 5 alors que je peux gagner 60 000 euros en faisant des vidéos en me trémoussant devant mon smartphone. Est-ce qu'on peut comprendre, entendre ces paroles-là ? Oui, bien sûr qu'on peut les entendre, puisqu'elles sont martelées en quelque sorte par le système. Hein. Il y a à avoir une réflexion éthique et une réflexion sur le sens. Il y a des gens en ce moment qui bifurquent dans leur vie. Il y a des gens qui sortent d'école d'ingénieurs qui disent je vais devenir maraîcher bio. Parce que ça ne m'intéresse pas de continuer à construire des avions, même si je suis payé 10 fois plus que ce que je vais gagner comme maraîcher bio ou comme producteur de fromage de chèvre bio ou comme artisan. Mais ma vie aura un sens. Et donc, là, on est, on est au pied de nos certitudes. On est à la croisée des chemins. Forcément, il y a des forces qui nous emmènent vers l'alternative, et c'est ce que veut le mouvement pour une alternative non violente et toute la mouvance écologiste alternative qui est derrière, ou avec. Et puis, il y a des forces qui ont encore le pouvoir, qui ont la capacité d'influencer un certain nombre de personnes qui disent « non, on va continuer comme ça. La réussite, c'est le fait de s'enrichir. C'est le fait d'éviter de payer les impôts en France. Moins d'État, plus de pouvoir d'enrichissement, le libéralisme, etc. » Ça fait 30 ans qu'on nous assène ça. Et donc, les idées comme, les bateaux, ça a une certaine inertie. Et donc, je ne peux pas condamner individuellement des jeunes qui rêvent de ce comportement. Par contre, nous avons à leur fournir d'autres rêves. D'autres imaginaires. Bah oui, parce que qui regardent ce qui s'est passé en Gironde, là. On a eu des méga-feux, quoi. Et c'est quoi ? C'est lié au réchauffement climatique. Et s'ils ne payent pas leurs impôts, qui c'est qui va payer les pompiers qui vont éteindre les méga-feux ? C'est des trucs aussi simples que ça. Il faut penser aussi les choses autour de la réalité, quoi. Et les méga-feux, c'est une atteinte à la biodiversité. C'est un danger pour des vies humaines. Et puis, ça a détruit les animaux sur des milliers et des milliers d'hectares. Et c'était la première fois qu'on l'avait en France. Mais eux qui s'expatrient, qui regardent aussi ce qui s'est passé en Australie, et puis, de temps en temps, qu'ils écoutent quelqu'un qui a le même âge qu'elle, ou qui s'appelle Greta Thunberg, dont on a fait un film. Et je veux dire, ça provoque aussi quelque chose. Donc, on est sur des chocs d'imaginaire. Est-ce que c'est un combat qui n'est pas rendu aussi difficile parce qu'il y a aussi une forme de confortation dans son idée et dans sa classe sociale. Karl Marx disait qu'on a les idées de notre condition sociale d'existence, de notre condition matérielle d'existence. Est-ce que c'est pas difficile d'aller chercher des gens Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion aussi du réel Karl Marx est typiquement celui qui contredit cette phrase, puisque lui était bourgeois. Bourgeois, bien sûr, à la base. Oui. Il était bourgeois à la base, il était même patron. De classe. Bah ouais. Donc, la non-violence a cette force-là de croire que les individus peuvent changer. Dans les gens qui ont construit le mouvement pour une alternative non-violente, qui sont de la génération d'avant moi, il y avait des gens qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale, qui avaient connu la guerre d'Algérie, qui avaient été militaires. Donc, qui avaient de leur responsabilité tué de leurs propres mains qui étaient au plus près de la violence, et qui étaient au plus près de la violence. Et donc, ces gens-là ont eu des réflexions sur la nuisance de la non-violence, liée en particulier à une guerre dont on reparle maintenant, qui est la guerre d'Algérie. Et puis, ils se sont mobilisés contre l'arme nucléaire, qui est le thème de notre pièce de théâtre, La trahison d'Einstein.
Et donc, parce que l'arme nucléaire, c'est un peu la violence, comment on va dire, absolue, quoi. C'est pour ça qu'on en a fait une pièce de théâtre, La trahison d'Einstein, le 1er octobre, à la salle Rographe, et qu'on vous y invite tous. On y sera avec plaisir. Et donc, voilà, c'est ça l'intérêt de la non-violence, c'est de fait que on peut toujours se transformer. On peut toujours bifurquer. On peut toujours, à un moment donné, arrêter de subir le système, dire non et essayer de penser une alternative. C'est ça la force de la non-violence. Denis, est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission ? Pour conclure l'émission, que la non-violence, non seulement c'est une force, mais que ça donne du pouvoir et que ça transforme à la fois les individus et les structures. Dans le film Riposte féministe, les gens, ils ne rentrent pas dans la lutte comme ils en sortent. Ils sortent de cette lutte, ils sont grandis. Ils ont un espoir dans l'évolution de la société et les capacités de mobilisation humaine. C'est ça qui est intéressant dans la non-violence et c'est ce qui nous permet d'avoir encore un espoir par rapport aux enjeux actuels. Merci beaucoup, Denis Crolotte. Je rappelle que vous êtes président du MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, et que du 21 septembre au 2 octobre se déroule la quinzaine de la non-violence et de la paix 2022, avec pour thème la force de la non-violence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org